qui me déplaît dans la manière dont on envisage les choses, c'est on met toujours la focale sur les quartiers populaires. Les quartiers populaires sont en déficit de connaissances, de conscience politique, il faut les éduquer, etc. Et on occulte complètement le reste de la société et ses privilèges. Les privilèges du reste de la société. Et moi j'ai envie de dire, c'est le reste de la société qu'il faut éduquer. C'est le reste de la société à qui il faut dire, par exemple, ne serait-ce que sur la question de l'histoire, c'est le reste de la société occidentale, enfin de ce qu'on appelle nous les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs, à qui il faut inculquer l'histoire de l'esclavage, de la colonisation. Je reviens toujours là-dessus parce que c'est très important. Les femmes qui coupent leurs cheveux et 30 ans auparavant, Kouchner et ses sacs de riz. C'est quoi le rapport entre les deux? Le rapport entre les deux, c'est la bonne conscience. La bonne conscience, mais ce qui est caractéristique de la bonne conscience, c'est le côté facile. C'est-à-dire, en fait, le monde est à feu et à sang, on participe du chaos général, et la réponse, c'est un sac de riz ou je me coupe les cheveux. Ma réponse est que si on veut lutter contre cette hostilité envers les Juifs, il faut lutter contre le sionisme, qui est une idéologie. Les deux sont indissociables. Les deux sont absolument indissociables. Il faut lutter contre... Mais je vais dire exactement l'inverse, mais elle a raison. Oui, mais laissez-moi. Il faut lutter contre le sionisme. C'est la faute d'une idéologie politique qui lie le sort de tous les Juifs à Israël, qui est un État colonial. On a entendu. Raciste et qui commet des crimes de guerre. Et il s'agit aujourd'hui, d'abord, dans un premier temps, de comprendre en France que tous les juifs ne sont pas sionistes. Mais malheureusement, qui sont invités sur les plateaux de télévision? Les juifs sionistes, jamais les juifs antisionistes. Les prolos français qui ont voté pour Sarkozy ou Le Pen n'attendent pas d'eux qu'ils augmentent seulement leur salaire. Ils votent pour des valeurs, quoi qu'on puisse penser de ces valeurs. Et à des valeurs, on n'oppose pas 1 500 €, mais d'autres valeurs. On oppose de la politique et de la culture. La question de la dignité me semble être une porte d'entrée trop négligée. Cette dignité bafouée a su trouver auprès de ceux qu'on appelle les petits blancs, en France ou encore les white trash aux États-Unis, une voie souterraine pour s'exprimer. C'est l'identité. L'identité comme revers vicieux de la dignité blanche, et qui, sous cette forme, n'a trouvé de traduction politique que sous la forme d'un vote Front National. Nous, les sous-chiens, puisqu'il faut bien leur donner un nom, les blancs. Dans ce magma, il y a un butin de guerre qui s'appelle Mélenchon. Ouais. Oui, en plus. Il y a un butin de guerre. Qui a fait un choix avec tous les défauts qu'on lui connaît quand même. Non mais d'accord, mais on revient de loin, mon ami. C'est bien. Saisis la complexité de mon propos. Parce que il est très direct. Il est direct, il est franc, il est sans ambiguïté, il dit les choses, je ne me cache pas derrière mon doigt. Il est hors de question aujourd'hui, au moment où effectivement nous sommes devant des enjeux politiques extrêmement graves, et là je parle des attentats de février, je parle des attentats de novembre, je pense que je suis à titre personnel interpellée par ce qui se passe, je pense que ça nous pose des problèmes politiques extrêmement graves, et je ne vais pas vous laisser à ce point détériorer une parole qui, à mon sens, aujourd'hui est utile pour la compréhension de nos rapports et des guerres que cela peut impliquer si effectivement on ne réfléchit pas politiquement à la manière dont le racisme structurel nous abîme les uns et les autres. Et c'est la raison pour laquelle je propose une sortie avec ce livre, et ça s'appelle « Pour une politique de l'amour révolutionnaire ». Et j'ai un peu de mal à comprendre, en tout cas vous allez essayer de me faire comprendre, comment se fait-il qu'une infâme raciste comme moi propose une sortie avec un moyen qui s'appelle l'amour révolutionnaire. J'aimerais bien que vous me l'expliquiez. Je pense que tout le monde s'en doute, dans notre public, il y a énormément d'homosexuels, énormément de LGBT de toute forme et de toute taille. Hein. Et justement, la plus grande injustice, à mon avis, qu'on t'ait faite, c'est le discours sur l'homosexualité. Nous, on a envie d'en parler avec toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus ce soir? Première chose extrêmement claire, on n'est pas une organisation qui lutte contre l'homophobie. On ne l'a jamais été, et jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas dans nos projets. On commence à s'intéresser à la question des femmes, et on n'est pas une organisation féministe. On est une organisation décoloniale, et cette question-là, on la prend en compte dans un univers qui est le nôtre, et qui, d'abord, doit échapper à ce que j'ai dit tout à l'heure, aux blancs. C'est pour ça que moi, je me suis toujours opposée aux féministes. Pour pouvoir le défendre, pour pouvoir le défendre, elles ont dit, mais c'est un acte féministe. Leur corps leur appartient, donc elles portent le voile. Mais c'est tout sauf ça. C'est au contraire, ce voile-là, que je défends, c'est un voile qui affirme le genre féminin dans le but de mieux affirmer le genre masculin. C'est-à-dire de réaffirmer les hommes dans leur virilité.
et dans leur position. C'est un monde qui se reconstruit dans ces termes-là. C'est comme ça. Et je le défends. Et donc, ce modèle-là, il est pas violemment homophobe. Pas violemment. Il est beaucoup moins homophobe que le sont Civitas et les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politisation de l'homophobie dans les quartiers. De l'homophobie au sens où on va se mobiliser, on va aller militer, on va faire des trucs, etc., etc. Non. Ça reste soft. C'est pas une homophobie très forte. C'est une homophobie qui est soft, qui n'est pas une homophobie de lutte et de combat, tout ce qui concerne le volet progressiste, qui est le plus sensible. Celui-ci, vous nous le laissez. Vous occupez pas de nous et vous ne cherchez pas à nous civiliser. Nous, on s'occupe des nôtres. Qui sont basanés, qui sont parfois de religion musulmane, qui sont noirs, qui sont créoles, qui sont antillais et qui sont exclus de cette identité nationale. J'aimerais qu'enfin, alors oui, ce débat peut être intéressant à partir du moment où on décide, où on cesse de vouloir bunkériser l'identité française, au moment, c'est-à-dire protéger notre identité, au moment où on va détruire les identités des autres, et notamment en Afghanistan. Il est bon effectivement de rappeler que la nation française s'est fondée sur l'écrasement et la disparition des identités locales françaises. Louis XIV parlait de ces peuples. Effectivement, il n'y a plus de Bretons, il n'y a plus de Basques, il n'y a plus de Corses. Les patois ont disparu. L'unité nationale et l'identité nationale s'est faite au prix de la disparition des cultures, des langues régionales. C'est fait elles n'ont pas disparu, elles sont enseignées, il y a des concours, il y a des CAPES. C'est fait par la disparition et l'oppression donc des peuples, des différents peuples et des différentes identités qui faisaient la France. Alors moi je ne sais pas si c'est un bienfait, j'aurais plutôt tendance à penser que non. Mais monsieur Besson, j'aimerais vous demander un moment un peu sérieux. Mettez les mains comme ça. Je vais vous demander d'être un peu sérieux. Je vais vous dire pourquoi. Oui, je vous écoute. Je vais être un peu sérieux pour essayer de vous faire plaisir. Il n'y a pas un risque d'essentialiser la provenance, alors que ce qui importe, c'est ce que nous allons être ensemble. C'est pas de savoir si je suis sous-chien arménien ou si je suis sous-chien espagnol ou maghrébin, c'est de savoir ce que nous allons faire ensemble. Donc, utiliser le terme de sous-chien et continuer à le mettre en avant, c'est essentialiser la souche. Et vous êtes en train de dire que si j'avais pas dit sous-chien, non, je pose une question. La notion de français de souche n'existerait plus. Non, mais... Là, ce qu'elle essaie de faire, c'est se prémunir de tout discours critique à l'égard de ses prises d'opposition. Le sous-entendu, c'est, en fait, ceux qui me critiquent, eux, ils ont la haine. Ceux qui me critiquent, eux, ils sont atteints de blanchité. Donc je vous l'annonce, moi j'ai aucune haine à l'égard d'Horia Boutelja, malgré ma couleur de peau. Au contraire, je la considère comme une sœur française et puis une sœur humaine aussi. Mais petite pique à part, je pense que l'utilisation de l'équivoque sur le terme blanc, elle remplit exactement le même objectif que ce que je viens de décrire. Parce que le fait de mettre plusieurs sens derrière un seul et même mot, ça vous permet de vous dédouaner en utilisant le sens B quand on vous attaque sur le sens A. Si on dit à Boutelja, mais attendez, vous êtes raciste, vous avez vu comment vous parlez des blancs, elle a qu'à se réfugier derrière le second sens dans lequel elle emploie ce terme, à savoir celui qui n'est pas tant ethnique que culturel. C'est malin si on creuse pas. Pas de bol, moi je suis du genre fouille-merde, et quand on creuse, on se rend compte qu'en fait ça marche pas. Il n'y a rien qui justifie qu'on utilise le terme de blanc ou de blanchité par rapport à des courants de pensée comme le rationalisme. À la limite, si tu veux dire que c'est un courant impérialiste qui vise à soumettre le reste du monde à la doxa occidentale, pourquoi pas, ça peut se défendre. Mais la couleur de peau n'a rien à voir là-dedans. Et si tu penses le contraire, va falloir le démontrer.